bienvenue dans l'atelier 3. Il n'y a personne de parfait. Aujourd'hui, notre thématique, qu'est-ce que c'est? On l'a dit dans l'atelier 2. Ben, c'est une thématique qui vous concerne, vous, les parents. Alors oui, nous allons discuter de ce fameux rôle de parent qui nous réunit d'ailleurs dans cet atelier et pour lequel bien, nous allons prendre le temps de discuter un petit peu et puis de réfléchir à tout ce que nous vivons en tant que parents, peu importe l'âge de nos enfants, que ce soit des plus jeunes ou plus grands, peu importe. Moi-même, je suis maman de 2 adolescents, 14-16 ans et bientôt, enfin 16 ans, bientôt 17 ans à la fin de l'année. 2 adolescents qui ont traversé donc tout un tas de stades, d'étapes de développement, et ça, c'est toujours, magique de pouvoir les observer, passer à travers toute cette évolution-là et les accompagner dans cette évolution-là. Alors évidemment, c'est pas linéaire, même si on aimerait, hein. Il y a des hauts, des bas et puis des fois les bas persistent plus longtemps que les hauts, puis parfois c'est le contraire. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en cause. Alors, on va parler un peu de ça aujourd'hui, mais de la remise en cause, d'accord, mais attention aussi à la pression qu'on ajoute sur nos épaules. Une chose pour laquelle je peux déjà vous partager à titre personnel, c'est que lorsqu'on se met vraiment trop de pression, finalement, toute cette pression-là, on la fait rejaillir sur nos enfants. Alors, ce qu'on on veut les préserver, finalement, de toute forme de stress, de toute forme de nervosité ou de pression. Et nous, parce qu'on veut les préserver autant de ça, on s'ajoute cette pression-là. Et finalement, ça va rejaillir à un moment donné sur eux. Donc, on n'aura pas tout à fait atteint ce qu'on voulait atteindre. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce fameux rôle des parents et réfléchir ensemble bien à qui nous sommes et comment ça se passe. Alors, oui, je suis parent, mais je ne suis pas parfait ou parfaite. Oui, évidemment, hein, vous allez me dire. Sauf que, est-ce que dans la vraie vie, on se le dit suffisamment souvent? Et est-ce qu'on se le dit, mais aussi de manière véritable? Parce que parfois, on dit, ah, ça va, je ne suis pas parfait. Mais on aimerait. Mais est-ce qu'on va se dire: «Oui, je suis pas parfait, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire au mieux par contre?» Parce que l'idée, c'est pas non plus de se cacher en disant, «Je suis pas parfait, alors c'est bon, c'est tout est raté». Alors, c'est se trouver des fois des bonnes excuses. Donc trouvons-nous finalement un bon juste milieu? Les parents sont des êtres humains. Eh bien oui, on est fait de chair, de sang et d'émotions. Incroyable. Notre cœur sert à vivre et faire vivre notre corps, mais on vit aussi à travers toutes ces belles émotions et c'est ce qui fait qu'être un être humain, c'est incroyable parce qu'on a des émotions positives extraordinaires. On en a des négatives un peu moins fun, mais qui nous font repenser à quel point les positives sont belles. Donc être parent, c'est être un être humain avant tout, avec nos forces, avec nos défaillances et avec surtout notre évolution. Rien n'est figé. Ce n'est pas parce que à 30 ans, quand je suis parent, à 30 ans, je vais agir de telle sorte, à 40 ans, je vais être différent, à 50 ans, je serai ainsi. Non, personne ne peut prédire ça finalement parce que votre vie évolue constamment. Donc réfléchissez vraiment à comment vous avez envie de mettre en avant vos forces, comment vous avez envie de mettre en avant ce qui va vous rendre singulier, ce qui vous correspond, vous. Donc une chose très importante, c'est qu'il va falloir se réserver du temps aussi. Être parent, surtout d'un jeune enfant, mais j'allais dire, c'est pas celle vraie, hein, je crois que je suis plus occupée maintenant avec mes adolescents que quand ils étaient petits. Même s'ils sont beaucoup plus indépendants, ils mangent la vie à pleines dents. Donc du coup, après l'école, il y a toute une seconde journée qui continue, chose qu'il n'y avait pas forcément autant quand ils étaient petits, même s'ils étaient plus dépendants de nous. Donc du coup, peu importe l'âge de l'enfant, ça nous demande beaucoup, beaucoup d'investissement, de temps et finalement très peu de temps pour nous. Sans rentrer à vouloir toujours revendiquer, «J'ai besoin de mon temps à moi», il faut trouver à quel moment on a vraiment besoin d'un temps. Ça peut arriver effectivement que oui, là, tout de suite, non, là, je me sens pas capable. Et ça m'est arrivé de le dire à mes enfants. Quand ils me demandaient de les amener encore à l'autre bout de la ville pour une activité avec leurs amis, etc. Et que j'étais dans un état d'épuisement vraiment fort, ça en devenait dangereux. Quel est l'intérêt d'aller prendre le volant, de rouler 30-40 minutes et de nous mettre en danger ensemble? Donc là, c'était un moment de dire, non, là, cette fois-ci, non, tu pourras pas aller. J'ai vraiment besoin, moi, de me reposer, peut-être faire une sieste
Et je préfère qu'on fasse à la limite après une activité ensemble quand je me serai reposée. Mais là, je ne peux pas te donner cette énergie-là. Ça peut être dangereux. De pouvoir leur exprimer ça, c'est aussi les rendre plus matures. C'est les responsabiliser et leur faire reconnaître que oui, nous sommes des êtres humains comme eux. Mais pour ça, et pour arriver à livrer finalement cette confession à nos enfants, on a besoin de créer notre propre estime de soi. Et cette estime de soi, ben, c'est ce qui nous permet de nous dire OK, je suis pas parfait, certes, mais ça, je le fais bien, puis vraiment bien. Puis ça, bah, je le fais moins bien, mais je suis en progrès, ça va, je vais y arriver, et cetera. Donc, on s'est vraiment libéré ce sentiment de fierté. Déjà, on est fiers, on a des beaux enfants. C'est déjà quelque chose, non? Et c'est de se rappeler. Et puis, ça nous donne plus de confiance pour me dire, OK, cette intervention-là que j'ai faite avec mon enfant, elle n'a pas fonctionné. Je vais essayer celle-là. J'ai confiance d'essayer et pas toujours me conforter dans quelque chose que je maîtrise. C'est sortir un peu de sa zone de confort pour essayer autre chose en termes d'éducation. Le fait que je puisse donner à mes enfants, que je puisse livrer à mes enfants mes émotions, leur avouer quand je ne suis pas en forme et leur dire où se trouvent mes limites, ben, c'est avouer ma faiblesse. Mais sauf qu'aux yeux de mes enfants, c'est devenu une force. Ils se rendent compte que oui, leur mère n'est pas parfaite et n'est pas surwoman. Par contre, ils se rendent compte que leur mère est capable de communiquer avec eux. Effet boule de neige, eux-mêmes peuvent me communiquer de la même manière ce genre de choses-là. Donc, au lieu de que ce soit devenu une faiblesse, ça a été une force. On a renforcé nos liens de confiance. Et ça, c'est précieux. Le temps, ça va avec ce que je viens de vous dire au niveau des activités. Le temps, quand on devient parent, ben, on comprend plus ce qui se passe. Nos enfants, hier, c'était des bébés. Aujourd'hui, là, c'est des adolescents qui font 2 têtes de plus que nous. Il s'est passé quoi entre-temps? Hein? C'est une question que vous vous posez ça vraiment souvent, j'en suis certaine. Eh bien, le temps file quand on a des enfants parce qu'on doit le décupler. Parce que oui, on se lève les matins, on se prépare, on prend notre petit déjeuner. Mais il y a eux aussi. Donc c'est comme si le petit déjeuner était fois le nombre de personnes qu'on a à charge à la maison. Quand on se prépare et qu'on doit vérifier qu'aussi tout est bon, etc., le temps va très vite. Donc, il va falloir essayer justement de l'aménager, ce temps, parce que tout est possible, en étant plus possible organisé. Alors, on essaye de bâtir, par exemple, le dimanche comme un calendrier et on essaye de voir une visibilité sur toute la semaine pour anticiper un petit peu s'il y a des conflits d'horaires. Parce que si il faut être à 2 endroits au même moment, ça va être un problème. Alors, on va essayer d'anticiper. Un qui arrive un peu plus tôt, l'autre qui arrivera avec peut-être 5 minutes de retard, et vice-versa, on changera l'autre qui arrivera plus tôt. On essaye de faire en sorte d'équilibrer parce qu'on ne peut pas se dédoubler. Et c'est comme ça, on n'est pas parfait. Donc, rappelons ça. Et puis, réfléchissons aussi. Si notre maison n'est pas arrangée parfaitement, vraiment, mais qu'après tout, elle est suffisamment propre, pardon. Est-ce que ça nous suffit? Peut-être que oui. Ça, c'est une des choses que je peux vous confier sur lesquelles j'ai été obligée de réviser. Moi, j'aime que les choses soient bien rangées, qu'il n'y ait rien qui sorte, que ça soit propre, etc. Sauf qu'arriver avec 2 enfants, bah oui, même adolescents, ils savent ranger, je dirais que c'est peut-être même pire finalement. Parce qu'ils ont encore plus de choses et puis qu'ils ont tendance à faire des petits tas un peu partout. On pourrait les suivre un peu, hein, c'est le petit jeu, je sème mes petits cailloux pour me retrouver. Donc, est-ce qu'on passe notre journée à râler? On va le faire un peu. Mais est-ce que ça nous enlève des émotions du coup positives qui feraient du bien? Est-ce que c'est essentiel? Oui. J'ai appris à mes enfants que ben, si leur linge sale n'est pas dans la machine et qu'ils ont besoin d'aller faire tourner une machine, ben, moi je ne le ferai pas. Ils m'ont pas cru jusqu'au jour où ils n'avaient plus de sous-vêtements. Ben, ils m'ont cru. C'est tout bête. Je les ai prévenus un certain nombre de fois. Ils ont appris. Et du coup, maintenant, aucun problème. Les machines, elles tournent. Et c'est une charge en moins pour moi. Et eux, c'est une forme d'autonomie qu'ils ont appris. Ils savent faire leur machine, ils savent plier leur linge, ils savent tout faire ça et ils savent anticiper. Ah, il ne me reste plus que 2 sous-vêtements, c'est peut-être temps que je prépare ma machine. Alors, on leur donne du coup des billes dans leur vie adulte. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quelque chose qui pèse beaucoup sur notre conscience et qui nous met énormément de pression, les finances de la maison. On aimerait qu'il y ait au moins 5 zéros à chaque mois, hein, mais ce n'est pas vraiment le cas.
Qu'on gagne bien notre vie, qu'on la gagne correctement, qu'on la gagne juste, ça reste toujours quelque chose effectivement qui va nous poser des questions. Il y avait un vieux dicton qui disait: «Plus on a de l'argent, plus on le dépense». C'est vrai aussi. Alors et le coût de la vie, vous êtes, vous et moi d'accord, hein, on est tous d'accord sur le fait que le coût de la vie a nettement augmenté et que ça devient compliqué, même avec un bon salaire, de faire face à toutes les dépenses du foyer. Alors réfléchissons à quoi faire pour essayer justement peut-être de diminuer cette notion de stress. Il y a tout un tas d'astuces, vous en avez quelques-unes dans cette diapo, telles que les vêtements de seconde main qui sont vraiment dans un état incroyable. Est-ce que d'aller acheter un pantalon à 30 $ tout neuf versus en trouver un à 5 $ qui a été un peu porté et qui est même bon, pas vraiment de signe d'usure, qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut peut-être le coup. Est-ce qu'on peut aller dans des bourses, d'échange aussi? Parce que les jouets, on se rend bien compte, on en achète un neuf, un mois après, notre enfant joue déjà plus avec, il est lassé. Si on veut un roulement, pourquoi pas aller faire des échanges tout simplement, ou avec vos amis. La bibliothèque, on les oublie tellement, mais il y a tellement des trésors à l'intérieur. Donc en fait, tout ça, c'est des routines à établir. Le neuf ne fait pas tout. Plus ça va, plus maintenant notre société et grâce à des initiatives individuelles sont en train de démontrer que bien le recyclage, la seconde main, etc., ça apporte énormément dans les finances des familles et ça diminue les pressions. Alors il faut vraiment qu'on l'envisage très sérieusement pour nous aider tout simplement. Autre chose de terrible, et je vous donne la situation qu'on retrouve souvent, votre enfant fait une crise phénoménale dans le supermarché parce qu'il veut le dernier chocolat qui se trouve évidemment à la caisse, puisqu'à la caisse, il n'y a que des bonbons et des chocolats pour que nos enfants nous fassent dépenser plus. Et là, vous dites non. Et là, méga crise. Mais crise. Des cris, des pleurs à se rouler par terre. Et que font les gens? Attirés par le bruit, ils regardent. Puis là, on sent qu'il y a des regards bienveillants, mais il y a des regards, mauvaise mère, c'est un mauvais père. Des regards qui nous mettent mal à l'aise. Le regard des autres, c'est difficile. Et ce que pensent les autres, c'est encore plus difficile, surtout qu'on n'est pas dans leur tête. Donc il y a deux options, effectivement, sur ce que pensent les autres. On ne sait pas toujours, mais on peut l'interpréter, on peut l'imaginer, puis on peut se tromper. Et ça, c'est difficile. Ça va avec l'estime de soi. Quand on est sûr de ce qu'on est en train de faire, notre enfant hurle, mais oui, je fais de l'ignorance volontaire et oui, je lui parle fermement et je ne cède pas. Ça s'appelle de l'éducation. Ce n'est pas être dur, c'est de l'éducation. Et ce que pensent les autres, c'est comme ça. Mais moi, je sais que ça, j'y gagnerai dans quelques années. Je gagnerai de ne pas céder. Je gagnerai cette constance-là. Et qu'un jour, oui, bien sûr, je vais lui offrir un bonbon, mais pas quand mon enfant agit de la sorte. Là, non. Bien, vous éduquez votre enfant, soyez sûr de vous, ne vous en voulez pas. Et le regard des autres, tant pis. Soyez confiant en ce que vous êtes en train de faire. C'est énorme d'éduquer son enfant. C'est de l'énergie à chaque minute, au quotidien. Et vous le faites. Tenez-vous vraiment avec ça. Soyez sûr de vous, même si ce n'est pas évident. Donc les personnes, ce qu'ils pensent, ben, d'accord, c'est pas ça qui va changer quelque part votre histoire à vous. Et dites-vous que peut-être que eux-mêmes vivent les mêmes choses. Et je pense pas qu'ils apprécieraient non plus d'avoir un regard aussi fort. Alors pour vous aider dans votre rôle de parent, ben, ce qui est très important, c'est d'essayer de construire vraiment des relations qui peuvent être solides. Solides ben, avec votre conjoint, conjointe, et bien sûr solides avec vos enfants, que vous formiez un noyau familial. Et le terme de noyau est tellement approprié parce qu'un noyau, c'est très solide, c'est costaud. Puis à l'intérieur, c'est bourré de nutriments et de bénéfices. Donc ce qu'on veut, c'est la source de tout. Donc le noyau, c'est vous. C'est rempli de bons nutriments. Il y a du bénéfice à l'intérieur. C'est la base. Ce sont les racines. Et ce noyau-là est solide quand il est ensemble constamment. Donc rassemblez-vous, offrez-vous du temps entre vous, juste vous, votre famille cocon, et vivez ces moments-là privilégiés pour renforcer vos liens. Soyez honnêtes entre vous. Et surtout, démontrez que vous êtes toujours là les uns pour les autres, peu importe les situations. Peut arriver
dans les circonstances de la vie que deux parents se séparent. Pas toujours facile pour cette situation. On pense souvent aux enfants qui n'ont plus leurs parents sous le même toit. Mais ça ne signifie pas qu'ils n'ont plus leurs parents du tout. Au contraire, ils vont peut-être les avoir et de manière beaucoup plus bénéfique parce que ils seront apaisés de cette situation-là et de cette séparation. Il faut penser aussi à ce que vivent les deux parents. Donc, si cette situation vous arrive, il faut vraiment que vous arriviez, vous, à pouvoir libérer votre parole et ce que vous avez sur la conscience, parce que ce n'est pas simple, parce que vous vivez tout un tas d'émotions et ça va se refléter dans votre comportement. Votre enfant va le sentir. La seule chose que vous pouvez toujours assurer à votre enfant, c'est qu'il sera en sécurité constamment, que ses deux parents sont là, même s'ils sont plus sous le même toit, il les verra de la même manière, en espérant que c'est vraiment ça qui se produira, bien sûr. Et surtout d'enlever la culpabilité sur l'épaule des enfants. La séparation n'a rien à voir avec lui, n'a rien à voir du tout. C'est une histoire vraiment de sentiment entre les deux parents et d'incompatibilité à un moment donné. Mais une séparation peut signifier après une famille recomposée. Puis les familles recomposées, c'est pas toujours évident, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça peut être chouette. On remet d'autres personnes à l'intérieur du noyau. Le noyau grandit et peut se renforcer. Tout dépend aussi comment on arrive à se donner des espaces les uns les autres. Ça, c'est important. Comment l'espace personnel doit être préservé et comment les relations vont se créer, mais avec une grosse dose de patience et de temps. Et ça, c'est essentiel de ne pas brûler les étapes. Alors, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de temps, mais le résultat peut être vraiment extraordinaire. Peut-être que vous évoluez vous-même dans un contexte multiculturel si vous êtes issu de l'immigration et venez d'arriver au Canada, ce qui est mon cas. Alors, le rôle de parent à ce moment-là, eh bien, ça veut dire c'est vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la diversité culturelle parce qu'on vit dans une société où il y a énormément de cultures qui se côtoient. Eh bien, la première chose, c'est de les connaître, essayer de comprendre comment ça se passe, accepter les lois du pays, bien sûr, et les respecter, mais aussi accepter et respecter les valeurs et les différences des autres. Pas toujours évident parce que ça peut venir chercher nos propres valeurs. C'est pour ça qu'il faut rester fier de sa propre culture puis de ce qu'on est. On est arrivé avec tout un héritage. On est arrivé dans notre terre d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer. Du tout. Ça ne veut pas dire que nos valeurs doivent complètement disparaître au profit des valeurs de la terre d'accueil. Non, ça veut dire que ces valeurs-là, elles vont vivre ensemble. Parfois, elles seront juste en parallèle parce que elles vont se côtoyer, donc il va falloir à un moment donné s'adapter à l'une à l'autre. Parfois, elles vont peut-être s'imbriquer l'une dans l'autre et créer des nouvelles valeurs. Ça va vraiment dépendre de vous, comment vous vivez les choses et comment vous êtes accueillis. L'immigration n'est jamais simple, c'est certain. Aller vivre dans un nouveau pays, c'est accepter tellement d'autres choses et c'est pas qu'une intégration économique. Celle-ci serait presque plus simple. C'est vraiment l'intégration mentale. Comment les gens nous accueillent et comment nous, on est capable de comprendre. Donc ça va dans les deux sens. Ce ne sont pas que les familles issues de l'immigration qui s'adaptent, mais ce sont aussi les personnes qui vivent dans le pays qui doivent s'adapter et comprendre cette immigration-là. Donc du coup, ça implique beaucoup, beaucoup de personnes et ça peut être difficile. Mais si déjà vous, vous avez conscience de ça en tant que parent et que vos enfants vont vraiment avoir des relations avec des enfants issus de la diversité culturelle, eh bien c'est un énorme pas d'inclusion d'une part et de compréhension et de tolérance. Alors évidemment, tous ces événements de la vie peuvent engendrer du stress. L'immigration en fait partie d'ailleurs. Tout changement de vie, un déménagement, une séparation comme on vient de voir, l'arrivée d'un nouvel enfant aussi, changement d'école, etc. Ça engendre du stress chez les parents. Ça peut complètement rayonner sur les enfants, c'est certain. Alors, on va essayer de le vivre le mieux possible et le mieux préparé possible pour limiter les effets du stress. Parce que ces effets-là peuvent être utiles. Le stress peut être utile pour décupler de l'énergie et arriver à aligner tout un tas de choses en même temps. Par contre, le stress peut devenir handicapant quand il paralyse et qu'il génère tellement de bouffées difficiles en soi et d'émotions négatives que ça nous rend mal et qu'on peut se retrouver dans une détresse psychologique. Donc, il va falloir être vigilant avec le bon stress qui peut aider et le mauvais stress
qui peut influencer notre corps, qui peut même d'ailleurs le rendre douloureux, et notre santé mentale. Et on peut vivre aussi de manière très douloureuse tout ça. Donc les émotions sont souvent décuplées. Et d'ailleurs, une forme de stress peut se changer en dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est la dépression qui arrive après l'accouchement, tout de suite après. Elle a bien des symptômes. Un des symptômes, souvent, c'est se sentir vraiment mal, constamment. Même avec l'arrivée du bébé, vous imaginiez une émotion intense avec l'arrivée de votre bébé, puis il s'avère que non. Ben, vous n'êtes même pas heureuse d'avoir votre bébé avec vous. Vous avez moins d'implication et ça dure. Et ça dure. La dépression postpartum, on l'identifie quand elle dure sur plusieurs semaines, versus une dépression légère, et c'est normal parce qu'on a une chute d'hormones juste après l'accouchement qui fait qu'on peut se sentir un peu le moral dans les chaussettes. C'est normal, ça. Mais quand ça dure, et qu'on sent que cette déprime, elle est là, et que vous avez peut-être même un terrain qui favorise ça, comme vous avez déjà eu des symptômes de dépression antérieurement, avant la grossesse, et puis dès que vous êtes tombée enceinte, vous avez senti encore un peu ce vague à l'âme qui était présent. Ça peut vraiment être une dépression postpartum qui s'installe. Alors là, il faut consulter. C'est quelque chose à prendre très au sérieux parce qu'il peut y avoir des effets très forts sur vous en tant que maman, mais très forts aussi sur le bébé qui risque d'être délaissé et donc en manque de sécurité affective. Donc vraiment, c'est très important d'aller consulter et de pouvoir être encadré. Alors pour conclure, comme d'habitude, hein, le rôle de parent, c'est jamais facile, ça on l'a bien compris. Il est très important de poser beaucoup de questions et de pouvoir avoir recours à des personnes références autour de soi. Dans votre livre sur les parents, à la fin, vous avez vraiment des pages très intéressantes que vous pouvez détacher, c'est celle-ci. Et vous pouvez écrire toutes les personnes ressources qui vous semblent importantes. Vous pouvez mettre le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, le site internet et pourquoi il pourrait être important. Et vous pouvez commencer à bâtir, vous avez suffisamment de pages parce que vous avez même une autre page juste après sur laquelle vous pouvez en ajouter encore au fur et à mesure de vos découvertes. Évidemment, à l'Institut Guy Lacombe et de la famille, vous avez déjà accès à un grand nombre de ressources, de personnes, de consultantes, une travailleuse sociale. Vous avez tous ces ateliers-là pour vous aider et ils peuvent vous référencer avec des partenaires. Donc, commencez à bâtir votre liste qui vous aidera beaucoup et surtout, n'hésitez pas, il faut parler. Un parent, il n'est pas seul au monde. Il n'y a pas un parent dans le monde, il y en a beaucoup et beaucoup de gens vivent les mêmes situations que vous. Donc, ne vous sentez jamais seul et n'oubliez pas, il n'y a personne de parfait. On se revoit très bientôt pour une session en personne, cette fois-ci à l'Institut Guy Lacombe, donc le samedi 5 novembre à 10 h. Et on continuera après nos prochaines vidéos avec les prochains ateliers. À très bientôt. Au revoir.